Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Il ne faut pas longtemps à Brady Hartsfield pour décider de la manière dont il s'y prendra pour empoisonner Odell, l'ami à poil de Jérôme Robinson. Et ça aide que Brady soit aussi Ralph Jones, un double fictif avec juste ce qu'il faut de crédit fidélité et une carte Visa avec haut plafond de retrait pour pouvoir passer commande sur des sites tels qu'Amazon et eBay. La plupart des gens ne savent pas à quel point il est facile de se créer un avatar. Il suffit de payer ses factures. Sinon, on peut se faire démasquer en un rien de temps. Sous le nom de Ralph Jones, il commande une boîte d'1 kilo de Gopher Go et donne l'adresse de la boîte postale de Ralphie, le Speedy Postal près de Discount Electronics. Le principe actif du Gopher Go est la strychnine. Brady recherche sur le net les effets d'un empoisonnement à la strychnine et découvre avec délectation qu'Odell passera un long et douloureux quart d'heure. 20 minutes environ après l'ingestion, la victime commence à présenter des spasmes musculaires au niveau du cou et de la tête. Les spasmes se propagent ensuite très rapidement au reste du corps. La bouche s'étire en un rictus, et chez les humains en tout cas. Pour ce qui est des chiens, Brady ne sait pas. Il peut y avoir des vomissements. Mais à ce stade de l'intoxication, trop de poison a été assimilé par le corps et il est déjà trop tard. Les convulsions s'installent et empirent jusqu'à ce que la colonne vertébrale se cambre brutalement et reste bloquée. Il arrive que l'épine dorsale se rompe carrément. Quand la mort survient, comme une délivrance, Brady n'en doute pas, c'est par asphyxie. Le système nerveux chargé d'amener l'oxygène aux poumons déclare forfait. Brady a tellement hâte. Heureusement, il n'aura pas à attendre longtemps, se dit-il, alors qu'il éteint ses 7 ordinateurs et remonte les escaliers. Il devrait recevoir son petit colis la semaine prochaine. La meilleure façon de faire avaler ce truc au clébard serait de le mélanger à une délicieuse et juteuse boulette de steak haché. Tous les chiens aiment le steak haché. Et Brady sait exactement comment il livrera sa friandise à Odell. Barbara Robinson, la petite sœur de Jérôme, et son amie Hilda adorent aller aux Zonies Gomart, la supérette à quelques rues de chez les Robinson. Elles disent que c'est parce qu'elles aiment leur icy au raisin, mais si elles aiment tant y aller, c'est parce qu'elles y retrouvent leurs autres petites copines. Là-bas, elles s'assoient sur le muret du parking de 4 places derrière la supérette, 6 petites poulettes piaillant, rigolant et s'échangeant des bonbons. Brady les voit souvent quand il passe au volant de son camion de Mr. Delis. Il leur fait coucou de la main et elles lui font coucou en retour. Tout le monde aime le marchand de glace. Mrs. Robinson autorise ses sorties 1 à 2 fois par semaine. Zonies n'est pas un repère de drogués. Elle a probablement enquêté elle-même là-dessus. Mais pose certaines conditions que Brady n'a aucun mal à imaginer. Barbara ne doit jamais y aller seule. Elle doit revenir au bout d'1 heure maximum. Elle et ses copines doivent toujours prendre d'elle. Les chiens ne sont pas autorisés chez Gomart. C'est pourquoi Barbara l'attache à la poignée de la porte des toilettes extérieures pendant qu'elle et Hilda vont acheter leur granité au raisin. C'est là que Brady, dans sa propre voiture, une Subaru banale, jettera la boulette de viande létale à Odell. C'est un gros chien. L'agonie pourrait durer 24 heures. Brady l'espère. Le chagrin a son propre pouvoir de contagion, bien rendu par l'adage « la merde a tendance à s'étaler ». Plus Odell souffrira, plus la petite négresse et son grand frère souffriront. Jérôme fera part de son chagrin au vieux flic, alias Kermit William Hodges, qui comprendra alors que le chien est mort par sa faute. Simple vengeance pour lui avoir envoyé ce message rageant et irrespectueux. Quand Odell mourra, le gros flic saura. Les yeux écarquillés par son début de prise de conscience, Brady s'arrête en plein milieu de l'escalier du 1er étage, écoutant les ronflements de sa mère en bruit de fond. Le gros saura. Et ça pose un problème, non? Car chaque action entraîne son lot de conséquences. C'est la raison pour laquelle Brady a pu imaginer empoisonner la cargaison de glace qu'il vend aux mioches, mais qu'il ne le fera probablement pas. Pas tant qu'il voudra faire profil bas, en tout cas. Et pour l'instant, c'est bien ce qu'il compte faire. Apparemment, Hodges n'a toujours pas montré la lettre à ses anciens collègues de boulot. Au début, Brady pensait que Hodges voulait que ça reste entre eux,
qu'il voulait peut-être essayer de coincer le tueur à la Mercedes tout seul et s'octroyer ainsi un dernier moment de gloire post-retraite. Mais Brady n'est pas si bête. Pourquoi est-ce que ce putain d'Offrette chercherait à le coincer s'il pense avoir affaire à un imposteur? Brady n'arrive pas à comprendre comment Hodges a pu en venir à cette conclusion alors que lui, Brady, savait, pour le bonnet de douche et la javel, détails qui n'ont jamais été révélés à la presse. Or, c'est ce qu'il a conclu. Si Brady empoisonne Odell, Hodges appellera ses copains flics à la rescousse, à commencer par son ancien coéquipier, Huntley. Pire, ça pourrait donner à l'homme que Brady tente de pousser au suicide une nouvelle raison de vivre, renversant l'effet escompté de la lettre si savamment composée. Ce serait totalement injuste. Pousser la connasse de Trelawney à bout avait été le plus grand kiff de toute sa vie. Bien plus grand, pour des raisons qu'il ne comprend pas et ne souhaite pas élucider, que de tuer tous ces gens avec sa voiture. Et il voulait revivre ça. Que l'inspecteur en chef de l'enquête se suicide, quel triomphe ce serait! Brady n'a pas bougé. Il réfléchit intensément. Il se peut que le gros enfoiré saute quand même le pas, se dit-il. Tuer le chien pourrait être le dernier petit coup de pouce dont il a besoin. Sauf qu'il n'y croit pas vraiment, et que sa tête se remet à palpiter comme pour le mettre en garde. Il ressent une soudaine et terrible envie de redescendre au sous-sol, d'aller sur le site du parapluie de Debbie et de demander au vieux flic de quel putain d'éléments de preuve il parle pour que lui, Brady, puisse les démolir. Mais ce serait une grave erreur. Il aurait l'air suppliant, voire désespéré. « Va te faire foutre, connard !»« Mais c'était moi. J'ai risqué ma liberté, j'ai risqué ma vie, et je l'ai fait. Tu peux pas me l'enlever, c'est injuste !» Sa tête le lance à nouveau. « Espèce d'enfoiré de fils de pute, pense-t-il. D'une manière ou d'une autre, tu vas payer. Mais pas avant que je crève le chien. Peut-être que je crèverai aussi ton nègre. Peut-être toute sa famille. Et après ça, tout un tas d'autres gens. Suffisamment pour qu'à côté, le massacre du City Center ait l'air d'un pique-nique. » Il retourne dans sa chambre et s'allonge sur son lit en sous-vêtements. Sa tête le lance à nouveau et ses bras tremblent, comme si c'était lui qui avait ingéré de la strychnine. Il n'a plus qu'à attendre et agoniser jusqu'au petit matin, à moins que... Il se lève et redescend le couloir. Il reste devant la porte ouverte de la chambre de sa mère pendant au moins 4 minutes, puis capitule et entre. Il s'allonge à côté d'elle, et son mal de tête commence à se dissiper presque aussitôt. Peut-être que c'est la chaleur du lit, peut-être que c'est son odeur, shampoing, lait pour le corps, vapeur d'alcool. Les deux, probablement. Elle se retourne. Ses yeux grands ouverts brillent dans le noir. « Oh, mon lapin, ça recommence ?»« Oui. » Il sent les larmes lui brûler les yeux. « Une petite sorcière ?»« Non, une grande sorcière cette fois. Tu veux que je t'aide ?» Elle connaît déjà la réponse. Elle la sent palpiter contre son ventre. « Tu en fais tellement pour moi, » dit-elle avec tendresse. « Laisse-moi faire au moins ça pour toi. » Il ferme les yeux. Son haleine est chargée d'alcool, mais ça ne le dérange pas, même si d'habitude il déteste. « D'accord. » Elle s'occupe de lui prestement, et d'une main experte. Ça ne prend pas longtemps. Ça ne prend jamais longtemps. « Voilà, » dit-elle. « Dors maintenant, mon lapin. » Et il s'endort, presque immédiatement. Quand il se réveille à la lueur du jour, elle ronfle de nouveau, une mèche de cheveux collée au coin de la bouche. Il sort du lit et retourne dans sa chambre. Il a les idées claires. Son poison pour rongeur à la strychnine est en route. Quand il arrivera, il empoisonnera le chien, et au diable les conséquences. Au diable les putains de conséquences. Quant à ces sales nègres petits bourgeois avec leur nom de blanc, on s'en fout. Le gros viendra ensuite, mais seulement après qu'il aura eu pleinement l'occasion d'éprouver la douleur de Jérôme et le chagrin de Barbara.
Et peu importe qu'il se suicide ou non, l'important, c'est qu'il disparaisse. Et après ça, quelque chose de grand, dit-il en enfilant un jean et un t-shirt blanc. Des flammes de gloire. Quel genre de flammes exactement? Il ne sait pas encore. Mais c'est pas grave, il a le temps. D'abord, il doit régler quelque chose. Il faut qu'il démolisse les soi-disant éléments de preuve de Hodges et qu'il réussisse à le convaincre que c'est lui, Brady, le tueur à la Mercedes, le monstre que Hodges n'a jamais réussi à attraper. Il faut qu'il remue le couteau dans la plaie jusqu'à ce que ça saigne. C'est quelque chose qu'il doit faire. Car si Hodges croit à ces éléments de preuve bidons, les autres flics, les vrais flics, y croiront aussi. Et c'est inacceptable. Il faut que je sois crédible, s'exclame Brady, seul dans la cuisine. Il faut que je sois crédible. Il entreprend de se confectionner le petit déjeuner. Bacon. L'odeur pourrait monter jusqu'à maman et lui donner envie. Et si elle se lève pas grave. Il mangera sa part. Il est affamé. Cette fois-ci, ça marche. Même si Deborah Ann apparaît encore endormie et qu'elle n'a pas fini de nouer son peignoir. Elle a les yeux rouges, les joues pâles et les cheveux dans tous les sens. Elle ne connaît plus les durs lendemains de cuite, pas vraiment. Son cerveau et son corps sont trop habitués à l'alcool. Mais elle passe toutes ses matinées dans une espèce de flou artistique, à regarder des jeux télévisés et à gober des antiacides. Vers 2 heures de l'après-midi, quand le monde commence à retrouver de sa netteté, elle se sert son premier verre de la journée. Si elle se rappelle ce qui s'est passé la veille au soir, elle n'en parle pas. Le fait est qu'elle n'en parle jamais. Aucun d'eux n'en parle. On ne parle jamais de Frankie non plus, pense Brady. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Dis donc, c'est dommage quand même cette chute qu'il a faite. Sent bon, dit-elle. Y en a pour moi? Autant que tu veux. Café? S'il te plaît. Beaucoup de sucre. Elle s'assoit à la table de la cuisine et fixe la télévision posée sur le comptoir. Elle n'est pas allumée, mais elle la fixe quand même. Pour ce que Brady en sait, elle croit peut-être qu'elle est allumée. « T'as pas mis ton uniforme ?» dit-elle, parlant de sa chemise bleue avec Discount Electronics imprimé sur la poche. Il en a 3 dans sa penderie. C'est lui qui les repasse. Comme l'aspirateur et la lessive, le repassage n'est vraiment pas le truc de maman. « Je commence qu'à 10 heures, répond-il. Et comme s'il venait de prononcer les mots d'une incantation magique, son téléphone sort de sa veille et se met à vibrer de l'autre côté du comptoir. Il l'attrape juste avant qu'il ne tombe par terre. « Réponds pas, mon lapin. Fais comme si on était sorti pour le petit déjeuner. » C'est tentant. Mais Brady est tout aussi incapable de laisser un téléphone sonner qu'il est incapable d'abandonner son projet, confus et changeant, de destruction grandiose. Il regarde le numéro entrant et n'est pas étonné de voir Tones affiché à l'écran. Anthony Tones Frobisher, le grand chef suprême de Discount Electronics, celui de Birch Hill seulement. Il décroche et dit « C'est pas l'heure, Tones. Je sais, mais j'ai besoin de toi pour un dépannage. J'ai vraiment, vraiment besoin de toi. » Tones n'a aucun droit de faire venir Brady plus tôt, d'où le ton suppliant. Et puis, c'est Mrs. Rollins. Tu sais qu'elle laisse toujours un bon pourboire. Évidemment qu'elle laisse un bon pourboire. Elle habite à Sugar Heights. La cyberpatrouille fait beaucoup de dépannage du côté de Sugar Heights. Et parmi leurs clients, parmi les clients de Brady, il y a eu la défunte Olivia Trelawney. Il avait fait 2 dépannages chez elle après qu'ils avaient commencé à discuter sous le parapluie bleu de Debbie. Et quel pied il avait pris. De voir tout le poids qu'elle avait perdu. De voir à quel point ses mains s'étaient mises à trembler. Et puis, avoir accès à son ordinateur avait bien élargi son champ d'action. Je sais pas, Tones, mais il sait très bien qu'il ira. Et pas seulement parce que Mrs. Rollins laisse de bons pourboires. C'est toujours un plaisir de passer devant le 729 Lilac Drive et de se dire « C'est moi qui suis la cause de ces volets fermés. » Tout ce que j'ai eu à faire, c'est ajouter un seul petit programme à son Mac. Les ordinateurs, quelle merveille! Écoute, Brady, si tu fais ça pour moi, je te laisse ta journée. Qu'est-ce que t'en dis? Ramène-moi juste la coccinelle.
Et après, t'es libre de traîner où tu veux, en attendant l'heure de grimper dans ton ridicule fourgon à glace. Pourquoi tu demandes pas à Freddy? Provocation pure et simple. Si Tones avait pu envoyer Freddy, elle serait déjà en route. Elle a appelé pour dire qu'elle était malade. Règle douloureuse. Bien sûr, c'est des conneries. Je le sais, elle le sait. Et elle sait que je sais. Mais elle portera plainte pour harcèlement sexuel si je mets sa parole en doute. Et ça aussi, elle sait que je le sais. Maman voit Brady sourire et sourit en retour. Elle lève une main, ferme le poing et tourne. « Serre-lui les couilles, mon lapin !» Brady étouffe un rire. Maman a beau être alcoolique, ne cuisiner qu'1 à 2 fois par semaine et être emmerdante à souhait, des fois elle peut lire en lui comme dans un livre ouvert. « D'accord, » dit Brady. « Je peux y aller avec ma voiture ?»« Tu sais que je ne peux pas te rembourser les frais de déplacement sur ton véhicule personnel, » répond Tones. « Et puis c'est le règlement de l'entreprise, c'est ça ?»« Eh bien, oui. » Shin Limited, la société mère allemande de DE, considère que les coccinelles cyberpatrouilles sont une bonne publicité pour la compagnie. Freddy Linklater, elle, considère que quiconque veut d'un type conduisant une coccinelle vers morve pour réparer son ordinateur est cinglé. Et sur ce point-là, Brady la rejoint entièrement. Toujours est-il qu'il doit y avoir un paquet de gens cinglés dehors, car il ne manque jamais de clients. Bien que très peu lâchent d'aussi bons pourboires que Paula Rollins. « Ok, » concède Brady, « mais tu me revaudras ça. »« Merci, mon pote. » Brady raccroche sans prendre la peine d'ajouter « Je suis pas ton pote, et on le sait tous les deux. » Paula Rollins est une blonde bien roulée qui vit dans un manoir de 16 pièces de style Tudor à 3 rues de la Bicoque de Feu Mrs. T. Et elle a ses 16 pièces pour elle toute seule. Brady ne sait pas vraiment ce qu'elle fait dans la vie, mais il imagine qu'elle doit être la 2e ou 3e ex-femme trophée d'un type plein aux as et qu'elle a dû gagner le gros lot au moment du divorce. Peut-être que le type en question était trop obnubilé par son énorme paire de seins pour s'intéresser au contrat de mariage. Brady s'en fout pas mal, à vrai dire. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle a toujours du liquide sur elle et qu'elle n'a jamais essayé d'abuser de ses formes avec lui. C'est bien. Il n'est pas intéressé par les rondeurs de Mrs. Rollins. Quoique là, elle l'attrape carrément par la main et le tire presque à l'intérieur. « Oh, Brady, Dieu merci !» On dirait une femme qui vient de passer 3 jours sur une île déserte sans boire ni manger. Mais il remarque le petit temps d'arrêt avant qu'elle prononce son nom et le petit coup d'œil jeté à son badge, même s'il est déjà venu ici une bonne demi-douzaine de fois. Et Freddy aussi d'ailleurs. Paula Rollins est une tueuse d'ordi en série. Ça lui est égal qu'elle ne se souvienne pas de lui. Brady aime se faire oublier. Je ne sais pas ce qui cloche. Comme si cette pauvre conne l'avait jamais su. La dernière fois qu'il est venu, il y a 6 semaines, elle était convaincue qu'un virus avait bouffé tous ses fichiers, alors que ce n'était qu'une panique du noyau. Brady l'avait gentiment chassé du bureau et lui avait promis, sans grand optimisme, de faire tout ce qu'il pourrait. Puis il s'était installé, avait redémarré l'ordinateur et avait surfé un moment sur le net avant de l'appeler et de lui annoncer qu'il avait réussi à résoudre le problème juste à temps. 1 demi-heure de plus, et elle aurait vraiment perdu tous ses dossiers. Elle lui avait donné $80 de pourboire. Maman et lui étaient allés au restaurant ce soir-là et avaient partagé une bouteille de champagne pas mal du tout. « Dites-moi tout », dit Brady, aussi grave qu'un neurochirurgien. « Je n'y ai même pas touché », gémit-elle. Elle gémit tout le temps, comme la plupart de ses clients. Et pas seulement les femmes. Rien ne peut émasculer un cadre supérieur plus rapidement que la possibilité que tout le contenu de son MacBook se soit volatilisé au paradis des données informatiques. Elle l'entraîne à travers le salon, aussi long que le wagon-restaurant d'un Amtrak, puis dans son bureau. « J'ai fait le ménage, les vitres, l'aspirateur. Je ne laisse jamais la femme de ménage entrer dans mon bureau. Et quand j'ai voulu aller voir mes mails, impossible d'allumer ce satané ordinateur. » Étrange. Brady sait que Mrs. Rollins a une femme de ménage latino, mais apparemment la bonne est interdite de bureau. Ce qui est tant mieux pour elle, car Brady a déjà repéré d'où vient le problème. Et si la bonne en avait été responsable, elle se serait probablement fait virer. « Vous allez pouvoir réparer ça, hein, Brady ?»
Baignés de larmes, les yeux bleus de Mrs. Rollins n'ont jamais paru aussi grands. Brady a une soudaine vision du personnage de Betty Boop que l'on peut encore voir dans ses vieux dessins animés sur YouTube. Pense « Poup poupidou » et doit se retenir de rire. « Je vais essayer en tout cas », répond-il valeureusement. « Il faut que je file chez Helen Wilcox, de l'autre côté de la rue. J'en ai pour 1 minute. Il y a du café frais dans la cuisine, si vous voulez. » Sur ce, elle disparaît et le laisse seul dans sa grande et luxueuse maison, avec Dieu sait combien de bijoux de valeur éparpillés à l'étage. Mais elle n'a rien à craindre de lui. Brady ne volerait jamais rien chez un de ses clients. Il pourrait être pris la main dans le sac. Et même s'il ne se faisait pas prendre, qui serait le principal suspect, d'après vous? Sans déconner, il n'avait pas fauché tous ces crétins de demandeurs d'emploi au City Center pour se faire arrêter pour le vol d'une paire de boucles d'oreilles en diamant qu'il ne saurait même pas comment refourguer. Il attend que la porte de derrière claque et va à la fenêtre du salon pour la regarder trimballer ses nichons de première classe de l'autre côté de la rue. Une fois qu'elle est hors de vue, il retourne dans le bureau, se met à 4 pattes et rebranche l'ordinateur. Elle a dû tirer sur la prise pour pouvoir passer l'aspirateur et oublier de la rebrancher. L'écran s'allume et lui demande d'entrer un mot de passe. Nonchalamment, juste pour passer le temps, il tape « Paula » et son bureau apparaît, ainsi que tous ses dossiers personnels. Putain, les gens sont vraiment bêtes. Il va sur le site du parapluie de Debbie pour voir si le vieux flic a posté quelque chose d'autre. Aucun nouveau message, mais sur un coup de tête, Brady décide finalement de lui répondre. Et pourquoi pas? Au lycée, il avait appris que dans son cas, il n'est pas forcément bon de trop réfléchir avant d'écrire. Trop de nouvelles idées surgissent et commencent à interférer les unes avec les autres. Il vaut mieux se lancer. C'est comme ça qu'il avait décidé d'écrire à Olivia Trelawney, chauffé à blanc. White Heat, baby. Et c'est aussi comme ça qu'il avait écrit à Hodges, même s'il s'était relu plusieurs fois pour s'assurer de garder une certaine cohérence dans son style. C'est le même style qu'il utilise maintenant, sauf que cette fois, il essaie de la faire courte. « Et comment j'aurais su pour le bonnet de douche et la javel, inspecteur Hodges? Ça, c'était des éléments de preuve jamais divulgués à la presse et à la télé. Vous dites que vous n'êtes pas stupide, mais ça m'en a tout l'air. Je pense que c'est toute cette télé que vous regardez qui vous a pourri le cerveau. Quels éléments de preuve? Je vous mets au défi de répondre. » Brady relit son message et ne fait qu'un seul petit changement. Il rajoute des traits d'union à « bonnet de douche ». Il ne pense pas qu'il éveillera un jour les soupçons, mais si jamais c'était le cas, il sait qu'on lui demanderait de fournir un échantillon de son écriture. Il aimerait presque que ce jour arrive. Il portait un masque le jour du massacre, et la plume du tueur à la Mercedes en est un autre. Il appuie sur « Envoyer », puis déroule l'historique de Mrs. Rollins. Il s'immobilise un instant, amusé, quand il voit plusieurs entrées pour le site Nœud papillon et queue de pie. Il sait de quoi il s'agit, car Freddie Linklater lui en a déjà parlé. Un service d'escorte masculine. Il semblerait que Mrs. Rollins ait une vie secrète. Mais n'est-ce pas le cas de tout un chacun? Ça ne le regarde pas. Il efface les traces de son passage sous le parapluie bleu de Debbie, puis ouvre sa caisse de travail et en sort tout un tas de merde. Des CD-ROM, un modem, cassé, mais ça elle ne le sait pas, plusieurs clés USB et un régulateur de tension qui n'a absolument aucun lien avec l'informatique, mais rajoute au côté technologique. Il sort aussi un livre de poche de Lee Child et lit jusqu'à ce qu'il entende sa cliente rentrer par la porte arrière, 20 minutes plus tard. Quand Mrs. Rollins passe la tête par la porte du bureau, le livre est hors de vue, et Brady est en train de ranger tout son bordel. Elle le gratifie d'un sourire inquiet. « Bonne nouvelle ?» « C'était plutôt mal parti, » dit Brady. « Mais j'ai pu identifier le problème. L'interrupteur de déconnexion était usé et bloquait votre circuit. Dans un cas de figure pareil, si l'ordinateur démarre, vous risquez de perdre toutes vos données. C'est pourquoi l'ordinateur est généralement programmé pour ne pas démarrer. » Il la regarde d'un air grave. « Il se peut même que la maudite machine prenne feu. C'est déjà arrivé. »« Oh,
Mon Dieu !» souffle-t-elle en chargeant chaque mot d'une intensité dramatique et en plaçant une main haut sur sa poitrine. « Vous êtes sûr que c'est bon ?»« Impec. Vérifiez vous-même. » Il allume l'ordinateur et détourne poliment le regard pendant qu'elle entre son mot de passe à la con. Elle ouvre quelques dossiers, puis se tourne vers lui, tout sourire. « Brady, vous êtes un don du ciel. » Ma mère disait la même chose jusqu'à ce que j'achète mes premières bières. Elle éclate de rire, comme si c'était le truc le plus drôle qu'elle ait jamais entendu. Brady aussi rigole, parce que tout d'un coup, il a une vision. Elle, allongée, et lui, à genoux sur ses épaules, lui enfonçant un de ses couteaux de cuisine bien profond dans sa bouche hurlante. Il sent presque le cartilage céder. Hodges lit la réponse du tueur à la Mercedes quelques minutes seulement après que Brady a cliqué sur « Envoyer ». Ces temps-ci, il vérifie le site du parapluie de débit très fréquemment. Un grand sourire lui vient aux lèvres. Un sourire qui lui adoucit les traits du visage et le rend presque beau. Ils viennent officiellement d'entamer leur relation. Hodges le pêcheur et Mr. Mercedes le poisson. Mais un poisson rusé, se dit Hodges. Un poisson qui, dans un mouvement brusque et soudain, est capable de casser la ligne à tout moment. Il faudra le manipuler très prudemment, le remonter à la surface doucement. Si Hodges est habile, s'il est patient, tôt ou tard, Mr. Mercedes finira par accepter de le rencontrer. Hodges en est persuadé. Car s'il n'arrive pas à me pousser au suicide, alors il ne lui restera plus qu'une solution, le meurtre. Le plus intelligent à faire pour Mr. Mercedes serait de couper tout contact, de tourner les talons et de rebrousser chemin. S'il fait ça, la piste se perdra. Mais il ne le fera pas. Il est furieux, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Hodges se demande si Mr. Mercedes sait à quel point il est cinglé. Et s'il le sait, alors il y a dans son message une pépite d'information pure et dure. Je pense que c'est toute cette télé que vous regardez qui vous a pourri le cerveau. Jusqu'à ce matin, Hodges suspectait seulement Mr. Mercedes de l'espionner. Maintenant, il en est sûr. Le fils de pute est passé devant chez lui, et pas qu'une fois. Il attrape son carnet et commence à griffonner des réponses possibles. Il faut qu'il en choisisse une bonne, parce que son poisson est en train de mordre à l'hameçon. La douleur le rend fou, même s'il ne sait pas encore très bien ce qui lui arrive. Il faut le pousser à bout avant qu'il ne comprenne, ce qui signifie prendre un risque. Hodges doit tirer sur la ligne pour enfoncer l'hameçon plus profondément, au risque de casser le fil. Mais comment? Hodges se souvient de quelque chose qu'a dit Pete Huntley pendant leur repas, juste une remarque en passant, et la réponse vient à lui. Hodges écrit sur son bloc, réécrit, puis peaufine. Il relit le message dans sa totalité. Il est content de lui. Concis et provocateur. T'as oublié un truc, du con. Un truc qu'un imposteur ne pourrait pas savoir. Ou un non-imposteur en l'occurrence. Sauf si Mr. Mercedes a inspecté l'arme de son crime de fond en comble avant de prendre la route. Et Hodges est prêt à parier que non. S'il se trompe, la ligne cède et le poisson file. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Il a envie d'envoyer le message tout de suite, mais il sait que c'est une mauvaise idée. Laissons le poisson tourner encore un peu en rond avec cet horrible hameçon dans la bouche. La question, c'est quoi faire en attendant? La télé ne l'a jamais aussi peu attiré. Il a une idée. Depuis ce matin, ça fuse. Et ouvre le tiroir du bas de son bureau. Là, il y a un carton rempli de petits bloc-notes, ceux qu'il utilisait quand lui et Pete partaient faire du porte-à-porte. Il ne pensait pas en avoir à nouveau l'utilité, mais il en sort un et le range dans la poche arrière de son chino. Ça rentre parfaitement. Hodges descend la rue, et à peu près à mi-chemin dans Harper Road, il commence à frapper aux portes, exactement comme à l'époque. Traversant et retraversant la rue, n'oubliant personne, faisant demi-tour s'il le faut. On est en semaine, et il est étonné du nombre de gens qui lui ouvrent leurs portes. Il y a des mères au foyer,
mais la plupart sont des retraités comme lui, suffisamment chanceux pour avoir fini de payer leur maison avant que l'économie ne s'effondre, mais pas en pleine forme pour autant. Ne vivant pas forcément au jour le jour, ni même à la petite semaine, d'accord, mais devant quand même surveiller leurs dépenses de près entre les courses et tous ces médicaments dont ont besoin les vieux. Son histoire est simple, car la simplicité est toujours ce qu'il y a de mieux. Il y a eu des cambriolages à quelques rues de là, probablement des jeunes, et il fait le tour du quartier pour savoir si quelqu'un a repéré des véhicules suspects ces derniers temps, qui auraient peut-être même roulé en dessous des 30 km/h autorisés. Il n'a pas besoin d'en dire plus. Tous regardent les séries policières et savent ce que repérer les lieux veut dire. Il leur montre son badge avec la mention « retraité » tamponnée en rouge sur son nom et ses signes distinctifs en dessous de sa photo. Il veille bien à préciser que non, il n'est pas envoyé par la police. La dernière chose dont il a besoin, c'est que l'un de ses voisins appelle le commissariat de Murrow Street pour vérifier ses dires. Que c'est son initiative personnelle. Après tout, lui aussi habite dans le quartier. Il a donc un intérêt personnel à y faire respecter la sécurité. Mrs. Melbourne, la veuve dont les fleurs fascinaient tant Odell, l'invite à prendre un café et des biscuits. Hodges accepte parce qu'elle a l'air seule. C'est la deuxième fois qu'il discute vraiment avec elle, et il se rend compte très rapidement qu'elle est excentrique au mieux, folle alliée au pire, mais éloquente. Il doit lui accorder ça. Elle lui parle des 4x4 noirs qu'elle a remarqués, avec vitres teintées on ne voit rien à travers, exactement comme dans 24 heures chrono, et de leurs antennes spéciales, des antennes fouet, comme elle dit. Et elle balance la main d'avant en arrière pour illustrer son propos. Acquiesce Hodges. Je prends note. Il tourne une page de son bloc-notes et écrit « Il faut que je me barre d'ici » sur une nouvelle page. « C'est une excellente idée !» s'exclame-t-elle avec enthousiasme. « Je voulais aussi vous dire à quel point j'ai été désolé quand votre femme vous a quitté, inspecteur Hodges. Elle vous a bien quitté, n'est-ce pas ?»« Nous avons convenu de disconvenir, » répond Hodges avec une cordialité qu'il ne ressent pas. « Je suis tellement contente de savoir que vous gardez un œil sur le quartier. Un autre biscuit ?» Hodges regarde sa montre, referme son bloc-notes et se lève. « J'adorerais, mais je ferais mieux de filer. J'ai un rendez-vous. » Elle scrute son embonpoint et dit « Chez le docteur ?»« Chiropracteur. » Elle fronce les sourcils, transformant son visage en coquille de noix avec des yeux. « Attention, inspecteur Hodges, ces gens-là sont de dangereux charlatans. Certaines personnes se sont allongées sur leur table et n'ont plus jamais remarché. » Elle le raccompagne jusqu'à la porte. À peine a-t-il posé le pied sous le porche qu'elle dit « Si j'étais vous, je surveillerais ce marchand de glace aussi. En ce moment, on dirait qu'il est tout le temps là. Pensez-vous qu'ils font attention à qui ils embauchent pour conduire leur petite camionnette chez Lubb's Ice Cream? Eh bien moi, je l'espère, car celui-ci est suspect. Il pourrait très bien être un pédorasta pour ce que j'en sais. Je suis sûr que leurs conducteurs ont des références, mais j'y jetterai un œil. »« Encore une excellente idée !» s'exclame-t-elle. Hodges se demande ce qu'il ferait si elle sortait un grand crochet comme dans ces vieux vaudevilles pour essayer de le ramener à l'intérieur. Un souvenir d'enfance lui revient. La sorcière, dans Hansel et Gretel. Aussi, je viens juste d'y penser. J'ai vu plusieurs camionnettes passer ces derniers temps. On dirait des camionnettes de livraison. Il y a des noms de sociétés dessus. Mais n'importe qui peut s'inventer une entreprise, vous ne croyez pas? C'est toujours possible, oui, dit Hodges en descendant les marches. Vous devriez passer au 17 aussi. Elle pointe son doigt vers le bas de la colline. C'est tout en bas, presque au niveau de Hanover Street. Il y a toujours des gens qui traînent là-bas le soir, et de la musique. Elle se balance dans l'embrasure de la porte, exécutant presque une révérence. C'est peut-être un repère de drogués, de vendeurs de crack. Hodges la remercie pour le conseil et traverse diligemment la rue. Des 4x4 noirs et Mr. Dalis, se dit-il, et des camionnettes de livraison pleines de terroristes d'Al-Qaïda. De l'autre côté de la rue, il trouve un papa au foyer, un certain Alan Bowfinger. « À ne pas confondre avec Goldfinger », dit l'intéressé, en l'invitant à s'asseoir sur l'une des chaises de jardin installées du côté ombragé de la maison. Hodges accepte avec joie. Bowfinger lui explique qu'il gagne sa vie en concevant des cartes de vœux. « Je suis plutôt spécialisé dans celles qui sont légèrement taquines. Genre devant il y a écrit « Joyeux anniversaire, toujours aussi jeune », et quand vous l'ouvrez,
Il y a un morceau de papier alu tout fripé qui se déplie. Et que dit la légende? Bowfinger lève la main pour mimer un encadré. Ça ne fait pas un pli. Pas très sympa, avance Hodges. C'est vrai, mais ça se termine sur une note affectueuse, c'est ça qui est vendeur. D'abord la pique, puis la collade. Quant à ce qui vous amène ici, monsieur Hodges, ou bien, dois-je dire inspecteur? Non, juste monsieur Hodges. Eh bien, je n'ai rien remarqué d'inhabituel, non. Pas de véhicule anormalement lent, sauf peut-être des gens qui cherchent leur route, et le marchand de glace à la sortie des écoles. Bowfinger lève les yeux au ciel. Vous avez eu le rapport de Mrs. Melbourne? Eh bien, elle fait partie de la CNRPA, dit Bowfinger, la Commission nationale de recherche sur les phénomènes aériens. Météo, tornades et cumulonimbus, soucoupe volante. Bowfinger lève un doigt en direction du ciel. Elle croit qu'ils sont parmi nous. Hodges dit quelque chose qu'il n'aurait jamais révélé s'il était toujours en service et qu'il travaillait officiellement sur une enquête. Elle pense que Mr. Delis est un pédorasta. Bowfinger rit à en pleurer. « Oh, misère !» dit-il. « Ce gars-là est dans le coin depuis au moins 5 ou 6 ans, à conduire son petit camion et à faire sonner sa petite clochette. À combien de petits pédos vous croyez qu'il a chanté des comptines reggae? » « Aucune idée, » répond Hodges en se levant de sa chaise. « Des dizaines, je dirais. » Lui et Bowfinger se serrent la main. Autre chose que Hodges découvre avec la retraite, ses voisins ont leur propre histoire et personnalité. Certains d'entre eux sont même intéressants. Alors qu'il remet son bloc-notes dans sa poche arrière, une expression d'inquiétude traverse le visage de Bowfinger. « Quoi ?» demande Hodges, aussitôt sur le qui-vive. Bowfinger pointe le doigt vers l'autre côté de la rue et dit « Vous avez pas mangé de ces biscuits, si ?»« Si, pourquoi ?»« Je m'éloignerai pas trop des toilettes pendant quelques heures, si j'étais vous. » Quand il arrive chez lui, les pieds brûlants et les chevilles chantant 2 octaves trop haut, son répondeur clignote. C'est Pete Huntley, surexcité. « Rappelle-moi, dit-il, c'est hallucinant, un truc de dingue !» Tout d'un coup, et de manière totalement irrationnelle, Hodges est persuadé que Pete et sa toute nouvelle associée Isabelle ont coincé le tueur à la Mercedes. Il ressent une profonde jalousie et, délirant mais vrai, de la colère. Il rappelle Pete aussitôt, le cœur tambourinant, mais tombe directement sur la messagerie. « J'ai eu ton message, » dit Hodges. « Rappelle-moi dès que tu peux. » Il raccroche et reste assis là, immobile, tapant des doigts sur le bord de son bureau. Peu importe qui coince ce salopard de psychopathe, se dit-il. Mais il ne le pense pas. D'abord, ça veut dire que sa correspondance avec le criminel, marrant comment il s'est habitué à ce mot, ressortira certainement à un moment ou à un autre, et ça pourrait le foutre dans de beaux draps. Mais c'est pas ça qui le contrarie. Ce qui le contrarie, c'est que sans Mr. Mercedes, les choses vont redevenir exactement comme avant. Télé toute la journée et mumuse avec le flingue à papa. Il sort son bloc à feuilles jaunes et commence à retranscrire les informations qu'il a glanées pendant son tour du quartier. Au bout d'une minute ou deux, il balance le bloc-notes dans la chemise du dossier Mercedes et le referme d'un coup sec. Si Pete et Izzy Janes ont eu le type, qu'est-ce qu'on a à foutre des camionnettes de Mrs. Melbourne et de ces 4x4 noirs sinistres? Il a envie d'aller sous le parapluie bleu de Debbie et d'envoyer un message à Merci Tueur. « Alors, ils t'ont eu ?» Ridicule, mais sauvagement tentant. Son téléphone sonne. Il se jette dessus, mais ce n'est pas Pete. C'est la sœur d'Olivia Trelawney. « Ah, dit-il. Bonjour, Madame Patterson. Vous allez bien? »« Oui, merci. Mais c'est Janet, vous vous souvenez? Moi, Janet, vous, Bill. »« Janet, oui, pardon. Vous n'avez pas l'air tout à fait ravi de m'entendre, Bill. Ne serait-elle pas, ne serait-ce qu'un chouïa en train de flirter? Ne serait-ce pas chouette, ça? »« Oh, si, bien sûr. C'est juste que je n'ai rien de nouveau. »« Je ne m'attendais pas au contraire. J'appelle au sujet de ma mère. L'infirmière qui la suit à Beau Soleil est de service dans l'aile McDonald aujourd'hui. C'est là qu'est la petite suite de ma mère. Je lui avais demandé de m'appeler si elle avait un sursaut de lucidité. Ça lui arrive encore. »« Oui, c'est ce que vous m'avez dit. »« Donc elle vient de m'appeler pour me dire que ma mère était de nouveau parmi nous, du moins pour l'instant. Il se peut que ça dure un jour ou deux avant qu'on la reperde.
Vous voulez toujours la voir? Je pense, oui, dit Hodges sans trop s'avancer. Mais pas avant cet après-midi. J'attends un appel. Au sujet de l'homme qui a volé la voiture? Janet est tout excitée. Comme je devrais l'être, se dit Hodges. C'est ce que j'attends de savoir. Je peux vous rappeler? Bien sûr. Vous avez mon numéro de portable? Ouais. Ouais, répète-t-elle, gentiment moqueuse. Il réussit à sourire, malgré sa nervosité. Appelez-moi dès que vous avez une minute. Je n'y manquerai pas. Il n'a pas raccroché, que le téléphone se remet à sonner. C'est Pete cette fois-ci, plus exalté que jamais. Billy, faut que j'y retourne. Je suis en plein interrogatoire. En SI4 pour tout te dire. Ta sale porte-bonheur, tu te rappelles? Mais fallait que je t'appelle. On l'a eu, coéquipier. On l'a eu, putain. Eu qui? Demande Hodges en essayant de garder une voix calme. Les battements de son cœur aussi sont calmes maintenant, mais suffisamment puissants pour qu'il les sente dans ses tempes. Poum, poum, poum. Cet enfoiré de Davis, braille Pete. Qui d'autre? Davis. Pas Mr. Mercedes, mais Donnie Davis. Celui qui tue sa femme et fait de grands sourires aux caméras ensuite. De soulagement, Bill Hodges ferme les yeux. Il sait que ce n'est pas ce qu'il devrait ressentir, mais on ne contrôle pas ses émotions. Il dit « Donc, le corps que le garde-chasse a trouvé était bien celui de Sheila Davis. T'es sûr? »« Certain. » « T'as su c'est qui pour avoir les résultats ADN aussi vite? » Quand Hodges bossait encore, ils étaient chanceux s'ils avaient les résultats des prélèvements ADN dans un délai d'1 mois. C'était plutôt 6 semaines en moyenne. Pas besoin de confirmation ADN. Enfin, pour le procès, si, mais... Comment ça, pas? La ferme et écoute, ok? Il s'est juste pointé et a tout avoué. Pas d'avocat et pas de justification à la con. On lui a récité ses droits et il a dit qu'il ne voulait pas d'avocat, qu'il voulait juste déballer tout ce qu'il avait sur le cœur. Nom de Dieu! Après tous les interrogatoires qu'on lui a fait passer et le flegme qu'il a fiché, t'es sûr qu'il n'est pas en train de se foutre de ta gueule? De jouer une sorte de jeu pervers? C'est probablement le genre de truc qu'essaierait de faire Mr. Mercedes s'il le chopait. Pas juste un jeu pervers, mais un long jeu pervers. N'est-ce pas pour cela qu'il essaie de faire varier son style d'écriture dans ses lettres empoisonnées? Et Billy, y a pas que sa femme. Tu te rappelles toutes ces bimbos de rechange qu'il avait? Des filles avec des brushings de tarés, des seins comme des ballons et des noms comme Bobissou. Oui, et alors? Quand tout ça paraîtra dans les journaux, crois-moi, ces filles-là se prosterneront en remerciant le ciel d'être encore en vie. Je te suis pas. Turnpike Joe, Billy. 5 femmes violées et assassinées sur différentes aires d'autoroute entre ici et la Pennsylvanie, de 1994 à 2008. Donnie Davis dit que c'est lui. Davis et Turnpike Joe. Il nous a donné les dates, les lieux, les détails, tout concorde. C'est... Je suis sur le cul, Billy. Moi aussi, dit Hodges, et il le pense sincèrement. Félicitations. Merci. Mais j'ai rien fait à part aller bosser ce matin. Pete rigole sauvagement. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Hodges n'a pas cette impression-là. Mais au moins, il n'a pas perdu au loto. Il a toujours un dossier qui l'attend. Faut que j'y retourne avant qu'il change d'avis, Billy. Ouais, bien sûr. Mais, Pete, une dernière chose. Quoi? Trouve-lui un commis d'office. Ah, Billy, je déconne pas. Asticote le temps que tu veux, mais avant de commencer, dis-lui, pour mémoire, que tu te charges de lui trouver un avocat. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux avant que le commis arrive au poste, mais faut faire les choses bien, Pete. T'entends? Ouais, d'accord. T'as raison. Je demanderai à Izzy de s'en occuper. Très bien. Allez, retourne-y maintenant. Fais-lui sa fête. Pete pousse un cri de coq. Hodges a déjà lu quelque chose sur les gens qui font ce genre de bruit, mais il ne l'avait jamais entendu. Sauf chez les coqs, évidemment. Turnpike Joe, putain! Turnpike Joe! Non, mais t'y crois? Il raccroche avant que son ancien coéquipier puisse répondre. Hodges reste assis là pendant bien 5 minutes, attendant que la tremblote due au contre-coup se calme. Puis, il rappelle Janet Patterson. « C'était pas au sujet de notre homme? » « Non, désolé, une autre affaire. »« Ah, dommage. »« Ouais, vous venez toujours avec moi à la maison de retraite? »« Et comment? Je vous attends devant chez moi. »
Avant de partir, il vérifie le parapluie bleu de Debbie une dernière fois. Il n'y trouve rien de nouveau, et il n'a pas l'intention d'envoyer son message minutieusement rédigé tout de suite. Ce soir suffira. Laissons le poisson mordre un peu plus fort à l'hameçon. Il part de chez lui, sans se douter une seule seconde qu'il ne reviendra pas. Beau soleil et somptueux. Elizabeth Wharton, elle, ne l'est pas. Elle est en fauteuil roulant, pliée en deux comme le penseur de Rodin, se dit Hodges. Le soleil perce à travers la fenêtre, changeant ses cheveux en un nuage d'argent si fin qu'on dirait un halo. De l'autre côté de la fenêtre, sur une pelouse ondoyante et impeccablement entretenue, des vieux font une partie de croquet au ralenti. Le temps où Mrs. Wharton jouait au croquet est révolu, tout comme le temps où elle pouvait se tenir debout. La dernière fois que Hodges l'avait vue, Pete Huntley avec lui et Olivia Trelawney assise à côté d'elle, elle était voûtée. Maintenant, elle est cassée. Jeannet, pétillante dans son pantalon blanc fuselé et sa marinière, s'agenouille à côté d'elle, caressant une main salement tordue. « Comment ça va aujourd'hui, chère maman ?» demande-t-elle. « Tu as l'air d'aller mieux ?» Si c'est vrai, Hodges est horrifié. Mrs. Wharton regarde sa fille de ses yeux bleus délavés, qui n'expriment rien, pas même la perplexité. Le cœur de Hodges sombre. Il a apprécié de faire la route avec Jeannet, la regarder, apprendre à la connaître surtout. Et tant mieux. Ça veut dire qu'il n'a pas totalement perdu son temps. Puis un petit miracle se produit. Les yeux teintés par la cataracte de la vieille dame s'éclairent. Sa bouche craquelée et dépourvue de rouge à lèvres dessine un sourire. « Bonjour, Jeannet !» C'est à peine si elle peut lever la tête, mais ses yeux clignent en direction de Hodges. Ils sont maintenant glaçants. « Craig !» Grâce à la conversation qu'ils ont eue sur le trajet, Hodges sait qui est Craig. « Ce n'est pas Craig, maman. C'est un ami. Il s'appelle Bill Hodges. Tu l'as déjà rencontré ?»« Non, je ne pense pas. » Elle s'interrompt, fronçant les sourcils, puis reprend. « Vous êtes l'inspecteur de police ?» ?»« Oui, madame. À quoi bon lui dire qu'il est retraité? Mieux vaut rester le plus clair possible tant qu'il y a encore quelques neurones en état de marche là-dedans. » Elle se rembrunit encore davantage, creusant des rivières de rides dans son visage. « Vous pensiez que Livy avait laissé sa clé sur le contact et que c'était sa faute si cet homme lui avait volé sa voiture. Elle vous a répété et répété que non, mais vous ne l'avez jamais cru. » Hodges imite Jeannet et s'agenouille près du fauteuil roulant. « Madame Wharton, je pense maintenant que nous avons peut-être eu tort. »« Bien sûr que vous aviez tort. » Elle reporte son regard vers sa dernière fille, levant les yeux vers elle sous l'arête osseuse de ses sourcils. C'est la seule façon dont elle peut regarder. « Où est Craig ?»« On a divorcé l'année dernière, maman. » Elle réfléchit puis dit. « Bon débarras. À qui le dis-tu? Est-ce que Bill peut te poser quelques questions? » « Bien sûr, voyons. Mais je veux du jus d'orange et mes cachets. »« Je vais voir avec les infirmières si c'est l'heure, » dit Jeannet. « Bill, je vous laisse avec ?» Il acquiesce et lui indique qu'elle peut partir d'un petit signe de 2 doigts de la main. Aussitôt qu'elle a quitté la pièce, Hodges se lève, contourne le fauteuil pour les visiteurs et s'assoit sur le lit d'Elizabeth Wharton, les mains jointes entre ses genoux. Il a apporté son carnet, mais il craint de la distraire s'il se met à prendre des notes. Tous deux se regardent en silence. Hodges est fasciné par le halo argenté qui flotte autour de la tête de la vieille dame. On voit bien qu'une des aides-soignantes lui a peigné les cheveux ce matin, mais depuis, ils ont retrouvé leur état naturel et sauvage. Hodges en est content. La scoliose lui a déformé le corps en une chose horrible, mais ses cheveux sont toujours beaux, fous et beaux. « Je pense, dit-il, que nous nous sommes très mal comportés avec votre fille, Madame Wharton. C'est clair. Même si Mrs. T était involontairement complice, et même si Hodges n'a pas totalement abandonné l'idée qu'elle ait laissé la clé sur le contact, il n'empêche que lui et Pete avaient fait un boulot de merde. Il est facile,
Trop facile de nier ou de mépriser quelqu'un que l'on a décidé de ne pas aimer. Nous avons été aveuglés par certaines idées préconçues, et je tiens à m'en excuser. Vous parlez de Janet? Janet et Craig. Il l'a frappée, vous savez. Elle a essayé de lui faire arrêter la drogue et il l'a frappée. Elle dit que ce n'est arrivé qu'une seule fois, mais je ne la crois pas. Elle lève une main très lentement et tapote le bout de son nez avec un doigt pâle. Une mère sait. Non, je ne parle pas de Janet, mais d'Olivia. C'est à cause de lui qu'elle a arrêté de prendre ses cachets. Elle disait que c'était parce qu'elle ne voulait pas finir droguée comme Craig, mais ce n'était pas pareil. Elle avait besoin de ses cachets. Ces antidépresseurs? Ces cachets qui lui permettaient de sortir de chez elle. Elle s'arrête, pensive. Elle en avait d'autres aussi, vous savez, des cachets qui l'empêchaient de tout tripoter tout le temps. C'était quelqu'un de bizarre, ma Livy, mais quelqu'un de bien. Malgré tout, c'était quelqu'un de très bien. Mrs. Wharton se met à pleurer. Il y a une boîte de Kleenex sur la table de nuit. Hodges en sort quelques-uns et les lui tend. Mais quand il voit à quel point il est difficile pour elle de fermer la main, il lui essuie les yeux lui-même. « Merci, monsieur. Vous vous appelez Hodges? »« Hodges, madame. » Vous étiez le plus gentil des deux. L'autre était très méchant avec Livy. Elle disait qu'il se moquait d'elle, qu'il se moquait tout le temps d'elle. Elle disait qu'elle pouvait le voir dans ses yeux. Était-ce vrai? Si oui, il a honte de Pete. Et honte de lui-même pour n'avoir rien remarqué. Qui lui a suggéré d'arrêter de prendre ses cachets? Vous vous en souvenez? Janet revient avec le jus d'orange et un petit gobelet en carton qui contient probablement les antidouleurs de sa mère. Hodges la voit arriver du coin de l'œil et du même geste de la main lui fait signe de ressortir. Il ne veut pas perdre l'attention de Mrs. Wharton et il ne veut pas non plus qu'elle prenne des cachets qui embrouilleront son cerveau déjà embrumé. Mrs. Wharton est silencieuse. Puis, juste au moment où Hodges craint de n'obtenir aucune réponse à sa question, « Son correspondant. » Est-ce qu'elle l'a rencontré sous le parapluie bleu de Debbie? Elle ne l'a jamais rencontré. Pas en personne. Ce que je veux dire... Le parapluie bleu n'était pas réel. Sous ses sourcils blancs, ses yeux le traitent de parfait idiot. C'était dans son ordinateur. Frankie était son correspondant Internet. Il ressent toujours une espèce de décharge électrique dans le ventre quand de nouvelles informations tombent. Frankie. Sûrement pas le vrai nom du type. Mais les noms ont un sens, et les pseudonymes encore plus. Frankie. Il lui a dit d'arrêter ses cachets? Oui. Il disait qu'il la rendait dépendante. Oui, Janet. Je veux mes médicaments. Je suis sûr qu'elle sera là d'une minute à l'autre. Mrs. Wharton rumine au fond de son fauteuil un instant. Frankie disait qu'il prenait exactement les mêmes comprimés et que c'était pour ça qu'il avait fait ce qu'il avait fait. Il disait qu'après avoir arrêté, il avait commencé à se sentir mieux, qu'il savait que ce qu'il avait fait était mal, mais que ça le rendait triste car il ne pouvait pas faire marche arrière. C'est ce qu'il disait, et que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. J'ai dit à Livy qu'elle devait cesser de lui parler. Je lui ai dit qu'il était mauvais, qu'il était toxique, et elle disait... Les larmes reviennent. Elle disait qu'elle devait le sauver. Cette fois, quand Janet paraît dans l'embrasure de la porte, il hoche la tête. Janet met 2 comprimés bleus dans la bouche plissée et suppliante de sa mère, puis lui fait boire une gorgée de jus d'orange. « Merci, Livy. » Hodges voit Janet grimacer, puis sourire. « De rien, chère maman. » Elle se tourne vers Hodges. « Je pense qu'on devrait y aller, Bill. Elle est très fatiguée. » Hodges voit ça, mais il rechigne quand même à partir. On le sent quand l'interrogatoire n'est pas totalement terminé, quand il reste encore au moins une pomme à faire tomber de l'arbre. « Madame Wharton, est-ce qu'Olivia vous a dit autre chose à propos de Frankie? Parce que vous avez raison.
Il est mauvais. Et j'aimerais le retrouver pour qu'il ne fasse plus de mal à personne. Livy n'aurait jamais laissé sa clé sur le contact. Jamais. Elizabeth Wharton est recroquevillée dans son rayon de soleil, parenthèse humaine en robe de chambre de lainage bleu, n'ayant pas conscience d'être coiffée d'une gaze de lumière argentée. À nouveau, elle lève un doigt, comme un avertissement. Elle dit « Notre chien n'a jamais plus vomi sur le tapis. Seulement cette fois-là. » Janet prend la main de Hodges et articule un « On y va !» Les habitudes ont la vie dure, et pendant que Janet se baisse pour embrasser sa mère, d'abord sur la joue puis au coin de sa bouche sèche, Hodges récite sa vieille formule de politesse. « Merci de nous avoir accordé de votre temps, Madame Wharton. Vous avez été très coopérative. » Alors qu'il marche vers la porte, Mrs. Wharton énonce clairement. Mais elle ne se serait jamais suicidée sans les fantômes. Hodges se retourne. À côté de lui, Janet Patterson est bouche bée. « Quel fantôme, Madame Wharton ?»« Le bébé, surtout, » dit-elle. « La pauvre petite chose qui a été tuée avec tous ces gens. Livy l'entendait pleurer la nuit. Pleurer, pleurer. Elle disait que ce bébé s'appelait Patricia. » Chez elle ? Olivia l'entendait chez elle ? Elizabeth Wharton parvient à effectuer le plus infime des hochements de tête, une simple descente du menton. Et la mère aussi, parfois. Elle disait que la mère l'accusait. Elle les regarde, tassée dans son fauteuil. Cette femme criait « Pourquoi vous l'avez laissé assassiner mon bébé ? C'est pour ça que Livy s'est tuée. »